Ce que je veux dire, c'est que ce livre a été conçu en Romandie par 56 auteurs. On a travaillé à peu près 18 mois, de toutes les parties de la Romandie, que ce soit Neuchâtel, Fribourg, le Jura, le Valais, Genève, Vaud, bien sûr, et par des entrepreneurs et des moins jeunes et des gens aussi des HES. Mais vraiment, ce qui est authentique dans ce livre, à part moi qui suis hyper connu, les autres, c'est un casting tout à fait nouveau, de gens dans l'agir, dans l'action, mais qui ne sont pas très connus, qu'on ne voyait pas dans les médias en général. Et donc, c'est très intéressant de prendre le pouls de la Romandie face à une économie qui se transforme à toute vitesse devant nos yeux, essentiellement due évidemment par cette crise sanitaire du coronavirus, qui a forcé quelque part le digital dans tous ses aspects, que ce soit l'aspect de l'enseignement, que ce soit l'aspect du travail à domicile, etc., etc., du e-commerce, bien sûr. Et vous avez vu que, dans le fond, il y a eu une accélération extraordinaire du digital due à la réponse, à la résilience de la société face à cette crise sanitaire. Maintenant, il y a 36 chapitres. Alors 36, pourquoi? Parce qu'évidemment, en français, 36 signifie beaucoup, hein. Vous pouvez aller voir dans le dictionnaire, à partir de 36, 36 chandelles, etc. J'ai vu 36 chandelles, ça veut dire beaucoup. 36 veut dire en français beaucoup. C'est pas la même chose dans les autres langues, mais en français, beaucoup. Et donc, il y a 36 chapitres pour montrer cette diversité extraordinaire qui nous attend demain. C'est certainement une des caractéristiques du siècle qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas un schéma unique, nous sommes dans une diversité énorme. Pour ça, je vais prendre 3 chapitres de ce livre et je vais les résumer comme ça. Il y a 3 chapitres qui parlent d'une manière différente, mais tous des business models. Les business models, c'est la manière, dans le fond, de faire des affaires. En d'autres termes, c'est la manière de se faire du fric quand vous êtes entrepreneur. Comment je fais de l'argent? Comment je vends? Alors, est-ce que je vends simplement un objet à l'étalage, je le mets dans un self-service où je fais du do-it, ou est-ce que je fais un abonnement, ou est-ce que c'est gratuit, mais je me rembourse autrement? Vous voyez, les business models, c'est les modèles des affaires. Comment je fais de l'argent? C'est essentiel quand vous avez une économie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette révolution-là, la quatrième, ce que nous appelons la révolution industrielle, la quatrième, elle est très particulière. Alors, je vais en parler, mais d'abord, première partie, je vais vous rappeler ce que les 3 premières révolutions industrielles ont fait donc comme changement dans les business models. Donc la première révolution industrielle qui date de 1800 et quelques était la révolution de la machine à vapeur. La machine à vapeur a créé pour l'essentiel une force vive pour les usines, mais aussi a créé dans le fond les chemins de fer. C'est les chemins de fer qui ont changé la plupart des modèles d'affaires. Pourquoi? Parce qu'avant, si j'avais une poterie à Genève, eh ben, je faisais des poteries pour Genève. Mais dès le moment où les chemins de fer sont arrivés, j'ai pu faire ça pour Lausanne, j'ai pu faire ça pour Lyon, j'ai pu faire ça pour la Romandie. Donc, les business models liés à la première révolution sont essentiellement ce qu'on appellerait en anglais le scale, c'est-à-dire un business model qui s'élargit sur le territoire. Les distances deviennent acceptables. Une des grandes distances très importantes, hein, c'était quand on a percé, dans le fond, les tunnels dans le Gothard, quand les trains ont traversé le Gothard. Ça, c'était le nord-sud, c'est quelque chose d'énorme. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais les vrais business models du départ sont des business models liés à l'extension des territoires. Deuxième révolution industrielle, c'est celle qu'on appelle la machine-outil. C'est en fait la spécialisation, c'est ce qu'on appellera plus tard la production de masse. Dès le moment où j'ai une machine-outil, je peux faire une vis, mais je peux faire un châssis, je peux faire un truc comme ça. Et donc, je mets les machines-outils les unes derrière les autres et je crée, dans le fond, la chaîne de fabrication. Et c'est comme ça qu'est venu le Forbisme, les voitures, etc., etc. On voit bien, c'est Charlie Chaplin qu'on voit dans ces usines. Alors, lié à ça, en fait, on a un business model nouveau qui n'est pas lié à la distance, mais à la production de masse. Ce qui fait que, par exemple, une Ford T1 a pu se vendre très bon marché, relativement, pour l'époque, mais elle a pu se vendre dans les classes moyennes.
Et la Ford T1, qui est le premier modèle de cette mass production, a créé, dans le fond, les routes américaines et la route 66 et tout ça et tout ça. Mais c'est très important de comprendre que ce modèle-là était lié à la révolution. Dans la troisième des révolutions, on parle ici évidemment des ordinateurs. Alors moi, j'utilise toujours le mot machine, hein, machine à vapeur, machine-outil. Alors ce sont les machines euh, à commande numérique. Commande numérique, c'est l'ordinateur, c'est les robots. Ceci a amené évidemment une nouvelle forme de consommation qu'on peut voir surtout dans les grandes surfaces. En fait, il faut se souvenir qu'avant l'épicier, on était derrière le comptoir. Puis tout d'un coup, après-guerre, avec cette troisième révolution industrielle, naît finalement les grandes surfaces, naît le self-service. Je suis au milieu du stock de marchandises et je choisis. Et cette diversité de l'offre a créé un nouveau modèle économique qu'on connaît bien, hein, c'est tous les modèles de production, est né les affiches, est né le marketing comme ça. C'est pas que ce soit né à ce moment-là, mais c'est là que ça s'est développé énormément. Donc on voit que chaque révolution amène dans le fond des changements dans la consommation et dans le rapport argent-entreprise, consommateur-entreprise extrêmement importants. Ça, c'est dit pour le passé. Pour aujourd'hui, dans la quatrième révolution, ce qu'on remarque, ce qu'on note, c'est des changements extrêmement importants. Par exemple, Netflix arrive avec un modèle de mensualité. Je paie une mensualité et après je consomme, c'est free lunch, je peux consommer autant que je veux. Vous voyez, on avait déjà vu ça avec le Club Med, mais c'est ces modèles-là. C'est Amazon Prime, etc. Donc ça, c'est un type de modèle, les mensualités. L'autre modèle qu'on a vu aussi arriver, c'est en fait la gratuité de l'information, Google, les sites d'information gratuits. Mais là, on voit maintenant qu'il y a quand même, c'est pas si gratuit que ça. Parce qu'en fait, ces sites-là prennent nos données et le deal, c'est qu'en fait, le produit, c'est nous. Et donc, c'est gratuit, mais en fait, on donne tout de nous, c'est-à-dire tout ce qu'on fait. Ils l'analysent et ils se comportent. Et c'est comme ça qu'Amazon, ou plutôt Zalando, envoie des chaussures tout à fait étonnantes à ma femme chaque semaine. Mais ça, c'est donc ces modèles qui se sont multipliés. Un modèle qui est apparu tout à fait récemment, c'est le modèle lié au 3D printing. Donc, c'est ces imprimantes 3D qui sont additives et qui permettent, dans le fond, de downloader un objet et de l'imprimer localement. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une économie qu'on ne connaissait pas vraiment avant, que j'appelle une économie fractale. C'est une économie où, dans le fond, quelqu'un a fait un objet, l'a programmé, l'a digitalisé, et puis ensuite il le met à disposition du monde entier. Bien sûr, contre de l'argent, mais c'est du fractal, c'est-à-dire une chose faite à un endroit peut être remultipliée dans la même production à des tas d'autres endroits. Ça, l'imprimerie 3D offre la possibilité de faire des objets sur la Terre entière, absolument identiques, imprimés localement. Donc, je peux avoir une imprimante à Carouge, comme on peut en avoir une à Fribourg, etc. etc. Et ça, c'est nouveau. Voilà. Ça, c'est le genre de modèle tout à fait étonnant, etc. Bon, maintenant, comme le temps avance à une vitesse hallucinante, je vais faire encore une dernière intervention qui me tient à cœur. Quand on a fait ces livres, c'est un groupe qui s'appelle Manufacturing Thinking. C'est un think tank industriel, il réfléchit à l'industrie. Nous avions démarré ça il y a 6 ans en arrière à Fleurier, et la question qu'on se posait à l'époque, c'était la montre connectée. Qu'est-ce que ça aurait comme effet sur l'horlogerie en général? Et à ce moment-là, tout le monde m'a dit oui, mais quand même, il y en a un qui s'en sort très bien, c'est Rolex. D'ailleurs, je les vois depuis ici, depuis ma fenêtre. Rolex. Rolex est une entreprise où les autres horlogers disent ah non, attendez, Rolex, c'est quelque chose de spécial, c'est à part, on ne va pas se comparer à eux. C'est une machine qui fonctionne d'une manière différente. Quel est le modèle économique de Rolex? J'ai posé la question de nombreuses fois. Personne ne m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait, pourquoi Rolex marchait mieux qu'Omega ou que Cartier, etc. Eh bien, ce soir, je vous révèle le secret de Rolex. Vous êtes prêts? Bon, ça s'appelle MOAT, M-O-A-T en anglais. C'est Business Moat, M-O-A-T. Vous pouvez aller regarder sur Google. Qu'est-ce que c'est un moat? C'est un fossé. C'est la capacité qu'une entreprise a de faire un fossé infranchissable entre elle et le reste de la concurrence. Quand vous êtes capable de vous isoler et
dans votre modèle économique, de telle sorte que personne ne peut rentrer parce qu'il y a un tel fossé, eh ben, vous avez créé un business model de type Moot. Rolex a fait ça. Comment? Alors, je vais très vite, mais en gros, il y a une avancée technologique au départ. L'avancée technologique, c'est 1920, où Rolex invente la montre étanche, totalement étanche. Et puis, à partir de ça, ils construisent tout oyster, c'est ça l'idée, oyster, c'est huître. Huître, c'est une huître qui se ferme à l'eau de mer. C'est pas salé dedans, elle vit, c'est fermé hermétiquement. À partir de cette innovation, il y a évidemment, se déroule tout un langage qui est c'est une montre qui est fiable, qui est costaud, qui est robuste, etc. Mais après, ils construisent aussi le storytelling sur cette montre qui représente une ascension sociale. Segal a dit à la fin, si à 50 ans, vous n'avez pas acheté votre Rolex, c'est que vous êtes personne. Voyez, et tout s'est construit là autour, petit à petit, sur un fossé que Rolex a construit face à sa concurrence. Et aujourd'hui encore, les gens disent, ah non, Rolex, c'est autre chose. Et donc, ça a super bien marché. Évidemment, il faut gagner, avoir des marges, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut avoir un marketing, il faut que ça dure sur de nombreuses années. Et il y a tout un modèle que je vais décrire prochainement dans un article, mais il y a une dizaine de points que Rolex a réussi à faire derrière ce modèle du moat. Et bien, si ce soir vous avez quelque chose à apprendre, c'est ce mot-là, business moat. Alors, qui d'autre a fait un modèle comme ça? Essentiellement, bon, il y a d'autres compagnies, mais essentiellement Apple a aussi un moat, puisque c'est aussi un système très fermé qui empêche la concurrence d'arriver sur leur terrain. Ce qui est intéressant, c'est que Apple Watch est totalement leader sur la montre connectée et Rolex totalement leader sur la montre classique. Demain, nous aurons le combat de ces deux géants, Apple contre Rolex. Voilà, j'attends vos questions. Merci, formidable Xavier. Vous ouvrez vos micros pour un joli applaudissement, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était le hors-d'œuvre. Merci Xavier, c'était comme d'habitude trop court, intéressant. Alors on va vous donner la parole. J'aimerais tout de suite, vous avez une minute, hein, autrement Julien, qui est terrible pour ça, vous coupe le micro. Alors voilà, une minute. Et nous avons Étienne Dufour. Alors Étienne Dufour, c'est un peu la mémoire de toutes ces transitions et il a posé tout de suite une question que vous pouvez lire sur le chat, mais je vais lui donner la parole. La minute est à toi, cher Étienne. Merci Elsa. Xavier, tu as défini des époques, des modifications. Quand j'étais professeur d'électronique, en accord avec mes collègues, on trouvait qu'une génération, c'était 5 ans. On sentait des changements à partir de 5 ans dans l'attitude des groupes d'élèves. Dans l'évolution qui va arriver, est-ce que le changement, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans? Quelle va être l'unité de changement? Voilà ma question. Merci beaucoup. Alors, ma réponse très brève. Moi, je pense qu'on entre dans un... c'est des couches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps découpé en 5 ans, c'est 5 ans de couches. C'est un millefeuille, on entre dans le millefeuille. C'est qu'on aura 1000 choses différentes en même temps. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je veux dire un petit peu, une dirigeante plutôt récente, elle arrive dans la vie économique, elle arrive dans l'entreprise familiale. Alexandra de Toledo, comment une jeune peut percevoir ces changements en ce moment? Présente-toi, quelle est ta question? Bonjour, donc Alexandra de Toledo. Donc, comme j'intègre d'une manière ou d'une autre l'entreprise familiale, mais quand même un peu à distance, et j'ai la chance de voir Xavier régulièrement pour partager un certain nombre d'idées, donc je n'ai pas de questions, mais toutes ces discussions avec Xavier qui portaient sur la résilience, ce terme dont on entend parler de plus en plus, ou en tout cas dont on a commencé à entendre parler au début de cette année avec l'apparition du Covid, ça m'a permis de faire une réflexion sur ce que représenterait la résilience en termes de santé,
puisque je suis dans le domaine de la santé. J'ai fait des études de pharmacie et avec mon père Jean-Philippe de Toledo, on s'intéresse beaucoup à ce qui s'appelle le lifestyle medicine. Donc, pour nous, la résilience dans le domaine de la santé, c'est la prévention qui est fondamentale, la prévention des maladies chroniques qui finalement nous rendent particulièrement vulnérables face à des infections comme le Covid. Donc voilà, je n'ai pas de questions. Xavier, merci pour cette intervention et je me réjouis de commencer à lire ce super livre. Alors, en tout cas, juste une chose, j'ai la chance, Alexandra est en train d'écrire un livre, et donc j'ai la chance de pouvoir être celui qui lit son livre alors qu'il n'est pas encore fini et qui lui donne de temps en temps des conseils. Et c'est magnifique de voir quelqu'un qui prend justement un sujet difficile et qui écrit, et je vois arriver les textes les uns derrière les autres. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous aimez, hein, clairement. Bon. Tous ces changements, évidemment, ça coûte. Alors, quand on est dans le domaine financier, je crois, Judith Puchalt, il faut allumer votre micro. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Judith. Oui, bonsoir. Bon, je me présente brièvement, Judith Puchalt. J'ai été dans la banque, dans le milieu financier jusqu'à il y a une année environ. Je suis en transformation en ce moment et j'ai une application de retouche à domicile également, Touching Up. Nous faisons donc de la couture. Une question? Comment vous appréhendez ce temps de changement? Je l'appréhende surtout au point de vue des connaissances et des compétences, parce que c'est clair que chacun de nous va devoir également acquérir d'autres compétences que nous n'avions pas forcément dans le passé. Et j'ai l'impression qu'on manque de temps en fait pour faire tout ça et d'arriver à un niveau assez complet. Je ne dirais pas parfait, mais complet pour pouvoir gérer la situation, enfin les événements qui vont arriver. Merci. C'est pas vraiment une question, mais c'est juste une pensée, voilà. Non, mais c'est très important. Le prochain livre dans lequel j'entraîne tout ce groupe de 50 personnes, 50 entreprises, c'est exactement ce sujet-là. On s'est bien aperçu qu'un des grands changements, c'est la transition des savoirs. On ne va pas continuer à transmettre le savoir à travers l'école, à apprendre pendant 20 ans, travailler pendant 40 ans. Ça ne marche plus du tout, du tout, du tout. On a un espèce de savoir qui arrive d'une manière permanente. Et alors, on avait appelé ça la formation continue, mais ce n'est pas pareil. Les Américains parlent de job on the training, et moi, je parle plus encore de machines qui vous apprennent à vous faire marcher. Vous achetez une Tesla. La Tesla, elle vous dit comment conduire, vous voyez, elle vous explique quoi faire. Et c'est ça qui change, c'est que les objets, les machines qu'on achète vous disent comment faire. Et dans le temps, le monsieur me posait la question des changements tous les 5 ans, mais il n'y a plus de manuel, il n'y a plus de manuel. Le manuel est dans l'objet, vous voyez. Et donc, moi, j'ai vécu 2 grands moments comme ça. La bureautique, en 1980, quand la bureautique est arrivée, avec la Fédération des syndicats patronaux, on avait mis en place un cours pour les secrétaires pour passer à la bureautique. On a donné une fois ce cours. 6 mois après, toutes les secrétaires savaient la bureautique. Elles l'ont appris toutes seules, sur le tas, avec les machines, vous voyez. Et donc, c'est ça le grand changement dont vous parlez. Le deuxième, c'est les data scientists. Moi, j'ai écrit il y a 5 ans en arrière qu'il manquait 25 000 data scientists en Suisse. Et ils ont émergé comme des champignons, tout seuls. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle en ce moment. Ce que vous dites est vrai. Donc, vous devez faire des MOOC, vous devez aller sur MIT, des grandes écoles, faire un petit MOOC pour vous perfectionner. Et maintenant, vous avez une espèce d'arbre de connaissances. Ce n'est plus un diplôme. C'est un arbre de multiples petits skills que vous avez, compétences que vous acquérez tout le long de votre vie, mais essentiellement à travers Internet. Et ça, c'est totalement, ou à travers les objets que vous achetez. Et ça, c'est totalement une nouvelle. Alors, on écrit un livre sur cette question des territoires apprenants. C'est tout à fait fascinant, votre sujet. Merci Xavier. Bien justement, alors on peut plus passer de digital, de communication dans ce sens,
Luca Albertoni, c'est le Pérou en ce moment. C'est le Pérou, la galère, ça dépend aussi qu'on se situe dans le passé. Effectivement, donc Luca Albertoni, propriétaire de Meo Design et Communication, ce qui me permet effectivement d'aborder dans le sens de Xavier, bonsoir Enza, je me plais dans l'évolution que j'ai vue qui a été présentée par Xavier, ces 3 grandes phases de l'univers dans lequel on est, et bien ça m'amène à une réflexion, c'est que finalement on est dans le renouveau, on est dans le développement. Le aujourd'hui appartient déjà à hier, donc on est déjà en retard. Et je me plais souvent à dire à mes partenaires, clients certes, mais partenaires avant tout, eh bien, faisons comme les autres, mais différemment. Parce que vous êtes une épicerie, ben, vous êtes une épicerie comme toutes les autres, mais faites-le et différemment, quoi. Et je me plais aussi souvent à le dire, n'essayez pas de copier. La place est déjà prise, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, donc faites-vous ce qui vous intéresse et ce qui vous parle et faites-le différemment, pensez à demain. Alors, comme conseil, faites MOAT, M-O-A-T, faites MOAT. Complètement. Je n'avais jamais vu cette idée aussi fortement que récemment, où je suis tombé sur ce terme, parce que je n'avais jamais vraiment compris que la compétition consistait notamment à créer un fossé. On parlait de barrières, de choses comme ça. Mais j'aime mieux l'idée du fossé infranchissable. C'est-à-dire vraiment ma spécificité, mon identité, ma valeur de proposition est tellement forte que les autres sont loin. Et si je cherche ça, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait quoi chercher. Et je pense que Rolex le sait depuis le départ. C'est sans doute Wisdorf qui leur a donné ça. Et depuis le départ, ils font que ça. C'est presque systématique, c'est scientifique leur approche. C'est très impressionnant. Si vous permettez juste une petite phrase de plus, effectivement, trouvez votre particularité et surtout, faites-le savoir, faites-le connaître. Alors maintenant, je dirais, trouvez votre particularité, créez des fossés. Et faites-le savoir. Et faites-le savoir. Merci. Alors, pour continuer un petit peu par rapport à tout ça, Yannick Poux, je ne le vois pas. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Elle est là. Yannick, pardon. Vous posez une question sur le chat que je vais vous laisser poser directement. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé que c'est vrai que moi, je commence dans l'entrepreneuriat, donc là, je suis en train de justement évaluer des opportunités de marché. Et moi, je viens du monde de la banque. J'étais sur des niches avec un positionnement très fort. Et là, très souvent, ça s'apparente. Souvent, la stratégie adoptée dans cet écosystème, en fait, c'est ce qu'ils appelaient l'océan bleu. Ils avaient une différenciation sur leur chaîne de valeur qui était tellement fort que ça leur laissait en fait juste une avenue vis-à-vis de leurs concurrents. Et donc, moi, le concept de mode, c'est très nouveau pour moi. Et donc, j'ai l'impression que quelque part, dans le chemin, il y a quelque chose qui revient à se dire que, bon, voilà, on va en fait mettre en place un certain nombre, dans notre stratégie d'affaires, on va mettre un certain nombre de piliers forts qui vont nous permettre que, plutôt que d'être là à, entre guillemets, racoler sur les marges, essayer de regarder ce que la compétition fait, on va avoir une approche introspective et qu'est-ce qui nous définit de façon unique. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris le contexte, mais il me semble que c'est un peu proche, non? C'est tout à fait juste. Il faut avoir une proposition de valeur unique, c'est ce que vous dites maintenant, mais il faut être capable, face à la concurrence, non pas de dire nous avons une proposition forte, mais créer des fossés pour qu'elle ne peut pas s'approcher. Alors, par exemple, si l'approche de Rolex, c'était dans le fond l'étanchéité, eh bien, ils ont travaillé que là-dessus jusqu'au moment où il n'y avait que eux qui étaient capables d'aller à 300 mètres sous l'eau. Voyez? Et donc, cette proposition de valeur organise en fait les fossés autour. Apple, c'est pareil. Quand Apple a compris, quand Steve Jobs a compris qu'un système fermé, comme ils avaient fait, était en fait une barrière à la concurrence, ils ont gagné. Et le iPhone est un système fermé, totalement fermé. Et contrairement aux autres qui ont pris du Google whatever pour mettre dessus, vous voyez. Et ça, c'est très, très fort. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand vous réfléchissez à un nouveau travail, un nouveau business, je pense
que la première chose, évidemment, c'est la proposition. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous voulez donner aux gens? Et après, tout de suite penser à quels sont les fossés que je vais créer pour que ma proposition soit tellement meilleure et tellement unique que les autres n'ont aucune chance. C'est cette idée folle de se dire, je vais être seul sur le monde. Vous voyez. Et c'est celui qu'on a aussi quand on tombe amoureux. Merci. Alors, je me permets d'ajouter une… Ah, j'ai 1 minute, pardon. On verra si tout le monde aura parlé à la fin, s'il nous reste du temps, Yannick. Merci beaucoup. Mais alors justement, est-ce qu'il faut repenser les stratégies de développement quand on est consultant en stratégie de développement? Émeric Flippo, est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Et bonsoir à tous. La question est effectivement intéressante et on peut se la poser dans la mesure où les cycles sont très courts. Mais bon, humblement, je n'ai pas la réponse à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, les cycles sont de plus en plus courts. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que chaque innovation technologique remet en cause une bonne partie de ce qui existait auparavant. Et donc, si un expert ou Xavier pouvait s'exprimer sur le sujet, ça serait intéressant à savoir comment gérer justement ces cycles et comment s'assurer d'aller au bout des cycles si on peut les maîtriser, de manière à éviter de se faire planter par le nouveau qui arrive. Oui, merci. Ce que vous dites, mais pas toutes les technologies concernent votre business. Il y a beaucoup de technologies, voilà, par exemple, il y a eu tout d'un coup beaucoup de discussions sur le blockchain. En gros, le blockchain ne concerne aucun business, à part le Bitcoin. Vous voyez, il n'y a pas de nécessité pour aucun business d'avoir ce niveau de sécurité, à part les bitcoins, à part la monnaie virtuelle. À Genève, le conseiller d'État avait mis 100 000 francs sur la table pour faire un blockchain du fichier de l'inscription à la chambre, l'inscription du commerce. Comment on appelle ce fichier-là? Oui, et quand vous avez une entreprise, vous l'inscrivez au registre du commerce. Au registre du commerce. Le tribunal du commerce. Ouais, registre du commerce. Le registre du commerce, c'est des lignes qu'on écrit, il n'y a besoin d'aucune sécurité. On n'a pas besoin de blockchain pour un registre du commerce. Les blockchains, ce sont des registres, mais ce sont des registres hyper sécurisés dans des cas extrêmement limités. Et les cas limités, on le sait, c'est les bitcoins ou c'est peut-être, par exemple, certaines opérations de contrat sur les commodities ou des choses comme ça. Mais on n'en a jamais besoin du bitcoin. La plupart des entreprises n'en ont pas besoin du tout. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Il y a énormément de technologies qui arrivent, mais on n'en a pas besoin. Par exemple, en ce moment arrive une technologie extrêmement coûteuse qui donnera quelques effets pour quelques centres. C'est le computing, comment ils appellent ça déjà? Le Quanta. Hein, bon, comment on appelle ça? Quanta, les Quanta. Bon, bref. Donc, il y a des formes nouvelles de computing extrêmement coûteuses qui ne servent à rien pour le commun des mortels, à rien du tout. Les technologies, par exemple, si je reprends l'histoire de l'horlogerie, c'était marrant, il y a eu des technologies qui ont été… En horlogerie, un des grands problèmes a été toujours la résistance des métaux et le frottement, hein, pour éviter donc, que ça frotte et que ça chauffe et que ça ne marche plus. Mais on a amené toutes sortes de matériaux qui ne servaient à rien du tout. Et puis certains ont répondu à ces besoins, mais il y avait cet effet d'innovation qui ne répondait pas toujours aux besoins. Alors par exemple, donc vous avez beaucoup de technologies qui arrivent dont vous n'avez pas vraiment besoin. Donc ça, c'est le premier point par rapport à ce que vous avez dit. C'est donc pas toujours vrai qu'on est embarqué par la prochaine technologie. La deuxième chose, il faut voir que, par exemple, Rolex, hein, qui a en fait peu de nouvelles technologies, ils n'ont pas de monde connecté, a basé une grande partie de leur succès sur le vintage. Donc, sur l'idée d'une montre qui existe depuis 100 ans, etc., avec un effet sur lequel ils ont bien réfléchi sur le vintage. Une montre Rolex est comme un investissement. Elle ne perd pas de valeur. Vous voyez? Ben voilà, ça, avec une telle vision, vous contrez l'innovation. Donc, moi, je dis, oui, il y en a qui peuvent surfer sur des nouvelles innovations, mais ce n'est pas la meilleure idée tout le temps. Ce n'est pas toujours la meilleure idée. Et par exemple, on a vu ça notamment dans l'industrie alimentaire, que beaucoup de choses ont été nulle part. D'accord. Donc,
bon, ben, il faut surfer, tu le dis, sur des nouveaux produits, mais avec ça, il faut quand même, elle va se reconnaître, si je parle de transition de carrière, il faut que les gens s'adaptent aussi à ce nouveau mode. Et peut-être je donne la parole à Daniel Bernard qui s'est reconnu, évidemment. Oui, merci. Alors, en fait, j'ai une question pas liée à la transition en tant que telle, mais à l'humain, sur toutes ces personnes que vous avez rencontrées, qui sont donc en plein changement, laquelle vous a le plus surprise ou le plus marqué et pourquoi? En fait, c'est les gens très jeunes qui m'ont marqué. C'est une jeune fille qui s'appelle Anaïs Avila, elle a 25 ans, elle a fait le droit à Fribourg et elle a fait un travail de master sur l'intelligence artificielle. Et puis, alors, ce qui m'a frappé chez elle, c'est que tout d'un coup, moi, je viens de l'informatique, je me dis, moi, je ne vais rien apprendre. Vous voyez. Eh bien non. Vous voyez, elle avait creusé le sujet d'une telle manière que vraiment, j'étais par terre. La deuxième chose, donc son intelligence, sa manière de voir les problèmes. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'elle s'est attaquée à un problème qui allait la concerner, elle, pendant une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Et moi, je n'avais pas eu cette clairvoyance quand j'étais tout jeune de prendre un sujet qui allait durer. Vous voyez. Donc, l'intégration des lois autour de l'intelligence artificielle, on n'a rien. On n'a pas prévu. Et elle arrive là. C'est juste éblouissant. Vous voyez, je me suis dit, mais d'habitude, on se dit, bon, c'est un conseil éthique, vous voyez, des vieux bonhommes barbus et blancs qui vont faire ça. Non, 24 ans. Et donc, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens sur ce territoire, c'est pour ça, c'est 56 personnes qu'on ne connaît pas vraiment, qui perçoivent les choses avec une clairvoyance impressionnante. Et c'est ça que je me suis dit. Après, je me suis dit, mais merde, ces médias, ils ont toujours les mêmes têtes qu'ils nous. Ils nous passent sans arrêt Didier Pittet, c'est un con. J'en peux plus, moi, me laver les mains, j'en veux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils racontent toujours les mêmes conneries. Et je suis sûr que ce n'est pas le meilleur. Mais ils ne nous montrent personne d'autre. Ils ne nous montrent personne d'autre. Et moi, je trouve que les médias ont limité le champ de ceux qui savent par rapport à des tonnes de gens qui savent très bien, très, à la limite, oui, c'est le territoire qui parle avec une justesse impressionnante. Et cette Anaïs Avila, je ne l'ai jamais vue dans un journal, alors qu'elle mérite beaucoup mieux que Didier Pittet. Merci Xavier. Peut-être qu'il peut y avoir des Didier, c'est un ami questions par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est un peu des fois est-ce que c'est des fois un peu le coaching des gens qu'il faut mettre en avant, Roberto Bonino, pour qu'ils puissent s'exprimer peut-être davantage que ceux qui ne sont pas préparés? Alors, merci Enza, merci Xavier pour ces informations et ce partage intéressant. Le coaching, là maintenant, plus que le coaching, je suis intéressé par tout ce qui est à voir avec la conscience. Je m'intéresse aux transitions énergétiques, aux transitions générationnelles, transitions digitales. Mais il y a une transition à laquelle je tiens beaucoup, c'est la transition justement de la conscience. Et je vois, ou j'espère voir, poindre des moyens de faire du business qu'on appelle aussi le business for good. Pas simplement optimiser la transaction entre un producteur et un acheteur, mais qu'est-ce que ça a d'impact sur le reste du monde? Est-ce que Xavier a remarqué les bourgeons de cette approche? Oui, alors, moi, j'en ai pas parlé là, mais c'est dans mon millefeuille. C'est très impressionnant, cette capacité d'inventer de nouveaux modèles, qui ne sont pas ceux de l'ancien temps de la donation vers la Croix-Rouge, vous voyez, ou vers… c'est pas du tout ça. C'est la création, en fait, d'une économie circulaire, c'est la création d'économies de proximité qui invente ses propres modèles. Et là, il y a une flopée de modèles économiques qui sont basés soit sur des mensualités, soit sur du donnant-donnant, sur plein de trucs. Et je pense que, pour répondre à votre question et la suite, vous avez raison,
cette transition ne nécessite pas vraiment un coaching, mais nécessite ce que Pierre Lévy appelait une intelligence collective. C'est très difficile de croire que quelqu'un sait et peut enseigner. C'est plus facile, et c'était le but de ce livre, de croire à l'addition des intelligences. Et si en plus on arrive à les faire collaborer, parfait. Mais c'est ça qui va nous sauver contre l'IA, hein, parce que l'IA, c'est plutôt une division, hein, c'est pas une intelligence collective du tout. Alors, intelligence collective, intelligence artificielle. Merci, Roberto. Je disais intelligence collective et intelligence collective et artificielle. Est-ce qu'il faut les opposer? Est-ce qu'il faut les marier? Arnaud Grebet, qui s'intéresse à ces sujets depuis belle lurette. Si tu veux bien ouvrir, merci. Oui, écoute, je ne sais pas si on doit s'embarquer dans ce sujet parce que… En 1 minute, Arnaud. Ouais, non, mais je préfère alors profiter de cette minute pour interpeller tout le monde et Xavier, que je salue au passage. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est en train de se passer, il y a 3 choses qui modifient passablement le comportement des gens. On ne t'entend plus. Arnaud, on ne t'entend plus. Allô? Allô, allô? Allô? Je vais couper la vidéo. Est-ce que ça marche mieux? Oui, ça marche. Ça marche. Non, je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lignes. Désolé. Non, je disais, ce qui s'est passé là, ces derniers mois, ça a changé le comportement des gens et j'ai l'impression que ça va avoir un comportement, en tout cas à moyen terme, sur 3 facteurs qui sont la santé, la sécurité et l'environnement. Et dans tout type d'expérience future, que ça soit de l'expérience client, emploi, etc., pendant un certain temps, on doit tenir compte de ça dans la façon dont on pense les expériences, l'expérience en général, comme je l'ai dit, de toutes les contreparties qu'on peut avoir d'une entreprise. Alors, je voulais savoir ce que tu en pensais. Bon, alors, comme tout le monde, j'ai pris cette situation sans l'avoir choisie. On s'est tous retrouvés du jour au lendemain. Et puis, mon business de base, c'était de faire des conférences publiques. Mon business de base, c'était de faire du networking. Donc, mon business s'est arrêté. Je ne donnais plus de conférences, je n'allais plus dans les network events et tout ça. Donc, moi, je l'ai subi comme tout le monde, hein, c'est un arrêt brutal. Sauf que je ne travaillais pas, il n'y a pas de télétravail pour le networking. Vous voyez, c'est très compliqué. Alors maintenant, on en fait une sorte, mais ce n'est pas pareil. Alors, oui, mais je ne crois pas que ça va durer. Moi, ma vision, c'est, on passe cette expérience-là, le vaccin arrive, et l'été prochain, je jure, on oublie ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les pandémies précédentes, on les a même oubliées, écartées de notre esprit. Vous voyez, il y a une pandémie qui est arrivée en 1969, la grippe indonésienne ou d'Indonésie, je ne sais pas. 60. Mais vous savez, je ne l'ai jamais vue. On m'en a jamais parlé et je ne me rappelle même pas. Mais elle a fait quand même 200 000 morts dans le monde. 200 000. Et avant, il y avait la grippe espagnole, etc. Mais on oublie, c'est absolument hallucinant comment une société oublie ces événements-là. C'est même dramatique. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas miser une économie d'après sur ce qui se passe maintenant. Il faut être plus subtil, quoi. Fabrice Godard, d'accord avec ça? Ingénieur de construction. Oui, bonsoir. Oui, merci. C'est très intéressant. Donc moi, je suis un petit peu, je suis indépendant depuis peu de temps puisque facteur du Covid, j'ai perdu mon emploi en avril dernier. Mais j'ai 15 ans d'existence dans la gestion technique du bâtiment. Et je me suis spécialisé dans le smart building, smart city, et puis maintenant le digital twin. Donc digital twin, c'est la maquette numérique du bâtiment qui permet donc de projeter une exploitation du bâtiment
après sa réalisation. Donc bon, l'IoT, etc., ça me parle, ça fait partie de mon quotidien. Donc moi, j'ai eu la chance, dans cette période de Covid, de pouvoir bénéficier du réseau et puis de me projeter dans un futur à moyen terme dans ce domaine-là. Bon, tout ce que vous dites, ça me parle, hein, c'est clair. Et la projection n'est pas facile, hein, quand même. Hein, c'est pas évident. Hein. On parle aussi d'intelligence artificielle pour le bâtiment. On y assimile l'énergie. Enfin, tout va changer. Le Covid qui arrive là-dedans. C'est Moi, je vrai vous que donne c'est un pas. conseil. En fait, il y a une chose qui est stable dans tout ce merdier, c'est les données. C'est les Quand on dit Smart City, on devrait dire Smart Data. La donnée, si vous maîtrisez la donnée dans l'immeuble, dans la ville, tout passe par ça. En fait, on ferait mieux de dire Smart Data avant de dire Smart City. Si quelqu'un n'est pas capable de faire des Smart Data, et donc maîtriser les données en grand nombre via l'IoT, etc., alors ça donne une marche à suivre. En fait, on devrait dire suivre la donnée. Et si vous êtes capable de suivre la donnée, alors vous avez les solutions à toutes les questions que vous posez. Oui, c'est vrai que ce qu'on dit en fait dans le métier, dans le bâtiment, c'est le 4e fluide. Aujourd'hui, c'est le data. Exact. Donc c'est voilà. Donc c'est parlant, quoi. Hein. Merci beaucoup. Alors, je vais en revenir un peu au sous. Michael Williman, banque, finance, j'imagine. Est-ce que les data, c'est là où il faut investir maintenant? Oui, les dates, franchement, c'est clair, celui qui a les dates a aussi le pouvoir. C'était toujours comme ça, c'est savoir les données. Non, mais ce qui m'interpelle un petit peu dans la discussion, pour moi, je crois, les changements qu'on a depuis un certain moment, il y a 2 grands changements qui nous influencent dans tout. C'est, je pense, l'évolution démographique, comme on l'a. Parce que l'humanité n'a jamais connu une évolution démographique comme on a. D'ailleurs, on n'a plus de pyramide. Et ça, c'est un mouvement qui est assez lent, mais ça nous influence dans notre comportement. Et après aussi la digitalisation. Et la digitalisation, comme on vient de parler, tout va être digitalisé qui ne va pas être digitalisé. Et la question se pose comment l'homme se positionne là-dedans. Et comment je dois me projeter en tant qu'homme, ce que je vais faire à l'avenir. Est-ce qui est là? Et je crois ce que l'homme doit faire. Est-ce que l'homme, d'ailleurs, c'est aussi toujours ce qui va rester stable, c'est l'homme ou l'homme va rester. Et pour moi, c'est la question de me poser comment je peux donner une valeur ajoutée. Et pour donner une valeur ajoutée, l'homme doit beaucoup plus développer les compétences sociales. Parce que la machine ne remplacera pas, je pense, les compétences sociales. Et c'est là-dessus que l'évolution vient, que je dois me poser la question, comment je peux moi-même donner une valeur ajoutée. Alors, c'est juste ce que vous dites, mais d'abord, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a eu une explosion démographique absolument hallucinante. On était 1 milliard en 1900, on est à peu près 7 milliards. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Mais pardon, c'est pas seulement l'explosion, c'est l'évolution démographique comme on l'a. C'est ça. Hein? Non, on a passé la courbe, on descend. Probablement. Le Japon a perdu 1 million d'habitants depuis une dizaine d'années chaque année, les Russes aussi, etc. On descend. On ne vous l'a pas encore dit comme ça officiellement parce que personne, ça prend beaucoup de temps. Les experts de la démographie, c'est de la mathématique lente. Hein. Moi, je sais, j'ai fait des mathématiques. Ça descend. Et donc, je pense qu'il ne faut pas regarder. Mais le problème est pire. Parce que, en fait, notre économie était basée sur une croissance démographique. Si les États-Unis ont un PIB qui a une telle croissance, c'est sur la démographie. À la ligne. Donc, si ça s'inverse, le Japon, c'est le cas. Allez au Japon, vous allez voir, il y a des lieux, c'est absolument impressionnant. La Chine manque d'enfants. Il lance une politique de natalité en Chine aujourd'hui. Ça décroît la Chine, ça décroît, la population décroît. Ça, c'est la réalité. J'ai fait toute l'Asie, c'est frappant, beaucoup plus que chez nous. Bon, chez nous, il y a plein de vieux déjà, mais en Asie, c'est encore plus frappant. Eh bien, je pense qu'on a un problème inverse. Une démographie baissante est un problème bien plus dur pour l'économie
qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'acheteurs. Vous voyez, et c'est ça. Au Japon, vous allez voir, c'est complètement. Et donc, on a fait quoi? On a une certaine réponse déjà chez nous, les taux négatifs. C'est très négatif, exactement. Oui, c'est là, on vient de nouveau de la croissance, vous avez absolument raison. La croissance est toujours venue par une démographie qui augmentait. Exact. Et je veux dire, toute notre économie se base d'ailleurs sur les intérêts composés. Et comme on n'a plus les intérêts composés… Et ce que vous dites là est très intéressant, et je suis d'accord qu'il faut inventer ce futur social, mais dans une démographie baissante. Voilà. C'est le challenge. Juste, ouais, oui. Merci beaucoup. Je suis obligée de passer la parole à celles et ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Camélia, comment ça va à Fribourg? Toi qui as justement plusieurs cordes à ton arc. La dernière était de monter une petite compagnie d'aviation. Tu veux nous en dire plus? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Non, ça va mieux? Ça va mieux. Oui, sur cette bonsoir à tout le monde. Bonsoir Xavier, merci pour votre partage. Je serais tout d'abord curieuse à savoir si vous prenez à nouveau à cette époque-là les 65 personnes qui ont coécrit avec vous le livre, dans les conditions actuelles, si ça changerait quelque chose par rapport au message qui est donné à ce jour-là dans le livre. Alors, ce livre a été écrit pendant le coronavirus. Ah, parfait. Et donc, le titre est justement « Résilience ». Et donc, on est inspiré par ce changement-là. Et puis, évidemment, la grosse transition qui est dans le livre, c'est la transition digitale. C'était la chose la plus marquante. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que quelqu'un a dit avant qu'il y avait aussi une transition écologique en ce moment, parallèle, qui, pendant le coronavirus, a été mis en pause. C'est absolument impressionnant, on a mis en pause. Alors, pour plusieurs raisons pour ça. D'abord, parce qu'on n'a plus vu aucune trace d'avion dans le ciel, qu'il y a eu une diminution incroyable de la pollution, pas de CO2, mais de la pollution, et qu'en fait, on s'est dit, voilà, c'est bon. Et ce n'est plus un sujet. Si vous demandez aux gens quels sont les sujets les plus importants, c'est le travail, c'est la résilience, enfin, ça tourne autour de qu'est-ce qu'on fait, l'économie, et tous les sujets différents autour de l'économie. Mais ça prouve simplement une chose, c'est que les transitions, ce n'est pas une affaire d'un jour, d'un mois, de 5 ans. C'est des choses qui s'étalent sur une génération entière. Et la transition écologique, elle n'a pas disparu. Elle s'est mise sur pause. Et puis la transition digitale, elle a été accélérée. On a mis sur accélération. Mais en fait, tout ça reste. Vous voyez. Ce qui m'intéresse, c'est quand même de pouvoir capter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une transition démographique aussi. Il y a beaucoup de transitions. Alors, Xavier, là, en parlant d'environnement, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de passer la parole à mon mari, Claude Guy. J'aimerais peut-être, s'il pouvait… Il est là, tu ne le vois pas? Non. Je suis là, mais si tu veux bien, je ne veux pas forcément parler d'environnement. De ce que tu veux. Xavier va se demander ce que j'ai trouvé comme poil à gratter. Eh bien, on se reverra quand tu te laveras les mains. C'est déjà la première chose. Et puis la deuxième, si tu veux, le conférencier, c'est toi, donc je vais être bref. La première chose, c'est que nous vivons une période avec des désastres sociaux et économiques. Bien sûr que sur le plan humain, des gens perdent leur emploi, il y aura du chômage, il y a des entreprises qui font faillite, etc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des gens, c'est plus que de la résilience, c'est de la révolution. On est dans une période d'innovation qui est assez extraordinaire. Et tu viens de dire qu'il fallait un certain temps pour certaines modifications et qu'il y a d'autres choses qui vont très très vite, le digital va très vite. Mais n'est-ce pas la période la plus rapide précisément pour les transformations? Moi, je suis vraiment admiratif de voir, et surtout des jeunes qui créent des entreprises, qui créent des activités auxquelles on ne pense pas. Il y a des jobs du futur, il y a un mouvement extraordinaire. Si tu pouvais t'exprimer là-dessus. Puis l'autre chose,
les interventions, toutes les interventions sont quand même très largement dominées par une approche technologique, très largement par ça. Or, on va aussi vers une révolution sociétale. Et sur ce point-là, alors je reprends ton exemple de la Rolex, tu vas être complètement dépassé. C'est le plus mauvais investissement. C'est des papis qui s'achètent encore des Rolex ou des jeunes qui sont déjà vieux dès leur naissance. À un moment donné, je prends ça comme exemple provocateur, mais je veux dire par là que la société vit autrement. Les jeunes qui ne passent pas de permis de conduire sont de plus en plus nombreux, qui n'ont même plus besoin d'une voiture pour se donner une présence sociétale. On n'a pas besoin de ça. Et autrement dit, on a véritablement des rapports sociétaux et tu ne crois pas qu'ils vont être modifiés. Il y a des valeurs qui vont être rétablies. On allait trop vite. Et ce drame qui arrive aujourd'hui nous permet de réfléchir à des valeurs sociétales. Et ça, c'est plus fondamental que la technologie. Ce sera mêlé à la technologie. Mais la révolution sociétale, elle est réelle. Des gens qui n'auront plus envie d'habiter en ville, on peut se délocaliser. Il y a 1000 choses sur le plan sociétal qui vont évoluer. Comment vis-tu cela? D'abord, je pense que tu as tout faux sur toute la ligne. Oui, mais bien sûr. Ben, ça veut dire que je t'ai posé les bonnes questions, parce que si tu les trouvais bonnes, je m'inquiéterais. Alors, je fais juste une parenthèse. Quand ces deux-là sont ensemble, c'est déjà en soi la révolution. Mais voilà, à vous donc. Non, mais il est bien clair que toute l'histoire de l'humanité montre que d'abord la technologie change, puis ensuite les comportements humains et sociaux changent. À l'invention de la pierre, de l'agriculture, du cheval, de la vapeur, de tout ce que tu veux, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça ne s'est jamais passé dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'il y avait tout d'un coup une agitation. Toutes les agitations sociales sont issues d'une invention technologique. Les protestants sont nés de l'imprimerie, etc., etc., etc. Alors là-dessus, tu ne me fais pas la leçon, d'accord? Je ne faisais pas de leçon, vraiment. C'est comme ça. Yes, maintenant, ta question est quand même intéressante parce qu'effectivement, dans ces périodes troubles, on voit naître, et ça a été dit à plusieurs, de nouveaux modèles économiques, de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles manières de penser une économie plus circulaire, les territoires reprennent de l'importance. Toi, tu étais toujours un grand fervent du Grand Genève, mais tu as raison. Dans ces moments-là, c'est ces concepts-là qui surgissent. Mais le propos n'est pas la techno ici. Le fait est qu'on a changé de société et donc se posent de nouvelles questions. Et là, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Alors, Frédéric Despont, que je ne vois plus à l'écran, est-ce qu'il est encore là? Ah, parfait. Alors, vous avez l'impression… Je commençais à rédiger un message pour vous quitter. Ah non, il ne faut pas nous quitter avant la photo finale. Hein. Voilà, vous ne partez pas avant. Ah, il y a le Bircher qui m'attend avec les enfants, mais… Dans 10 minutes. Donc, moi, je suis dans une entreprise qui est au cœur de cette frénésie du digital et qui tente d'aider les gens à avoir une vie plus simple avec cet outil-là. Et en fait, je me rends compte que… Alors, j'ai repris cette entreprise qui a une trentaine d'années. Au début, c'était de l'automation, après de la digitalisation. Et puis, à chaque fois, le constat, c'est qu'on accompagne les gens dans une forme de transition. Et ce qui, dans les valeurs qui nous sous-tendent, ce qu'on constate, c'est que la transition écologique, ou plutôt la transition énergétique, à cause d'une transition écologique qu'on ne souhaite pas, est nécessaire. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, dans toutes ces réflexions, beaucoup d'exemples sur des business modes, puisque c'est le mot-clé qui a été élu ce soir, qui participent à cette transition énergétique et à quelque chose de plus résilient, de plus durable. Oui, mais tu as tout à fait raison. Je pense que c'est très intéressant. Et là, de nouveau, tant pis pour Claude, c'est la technologie qui nous amène de nouvelles idées. Notamment, depuis… C'est nous qui apportons quelque chose de la technologie, pas dans l'autre sens. Depuis beaucoup d'années, on a vu arriver ce qu'on appelle les énergies renouvelables, et éoliennes, photovoltaïques, etc. Le gros problème de toutes les énergies renouvelables, c'était de stocker l'énergie. Et bien maintenant, on commence à trouver des solutions totalement nouvelles, intéressantes,
sur le fond du fond, c'est-à-dire comment je stocke l'électricité. Et le stockage de l'électricité, si on y arrive avec des solutions élégantes, bon marché, pas trop polluantes, eh ben, c'est là que tout d'un coup, la révolution énergétique va prendre son ampleur totale. Et je crois beaucoup à ça, et depuis très longtemps d'ailleurs. Et je pense que des choses comme les services industriels de Genève, au lieu de tirer des fils, il ferait mieux de faire du stockage. Il faut réfléchir au stockage. Merci beaucoup. Alors, Laetitia, avec qui nous avons justement innové avec une e-dégustation de Beaujolais nouveau la semaine dernière, toi, tu es dans le figital, en fait, hein, quand même, l'humain et la technique. Tu veux bien allumer ton micro? Bonsoir tout le monde, bonsoir Enza. Oui. En fait, on touche une question qui en fait me titille beaucoup parce que je suis vraiment intéressée par ces questions-là. J'y réfléchis beaucoup et ça m'amène des fois à proposer des solutions qui vont dans ce sens. Notamment, je réfléchis toujours quand je vois ces jeunes qui ont complètement changé de manière de fonctionner. Et dans l'absolu, on les traite toujours de gens qui vont à la dérive. Mais moi, je suis toujours dans un regard bienveillant et curieux. Et ce que je remarque, c'est qu'ils ont acquis cette capacité à segmenter leur cerveau, à faire plusieurs choses en même temps, à être très détachés du matériel, mais à construire et à faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Je le voyais quand mon fils invitait ses amis, qu'ils étaient tous ensemble. Je les voyais, ils ne se parlaient pas, mais par moments, ils étaient plus connectés que moi qui leur parlais constamment. Donc, j'ai su qu'ils ont développé d'autres méthodes de fonctionner. Ils ont une capacité de réaction beaucoup plus rapide que nous et d'engranger et de rapidement mettre là où il faut l'information et de l'utiliser de manière, comment dire, profitable. Merci beaucoup, Laetitia. C'est plus une remarque qu'une question. Oui, plutôt. Okay. Mais ça va dans le sens aussi de ce qui a été dit, quelque part. D'accord. Xavier, est-ce qu'il y a un conflit de génération en fait en ce moment? Non, j'adore. Dans ce livre, il y avait une très grande différence entre les très jeunes et les plus vieux. Elle a raison sur toute la ligne. Ce que je pense que vous devriez faire dans vos réflexions, c'est regarder les nouvelles intelligences collectives qu'ils construisent, ces jeunes. Ils construisent entre eux une forme d'intelligence collective pour résoudre des problèmes. Je trouve très intéressant votre point de vue. Merci. Merci beaucoup. Marco Muller ne s'est pas encore non plus exprimé. Marco, où êtes-vous? Oui, bonsoir. Je travaille dans la subvention de construction des autres écoles. Et la thématique du changement, c'est évidemment pour nous très importante parce qu'on planifie on a vu sur les prochaines 25 années. Donc, on va donner de l'argent public pour créer des espaces qui vont être utilisés pour les prochains 25 ans au minimum. Donc, aujourd'hui, plus que toujours, il y a cette question de dire comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce qu'on crée des lieux de rencontre? Et maintenant, avec la pandémie, tout le monde est à la maison. Et est-ce que ça va reprendre? Est-ce qu'on doit changer beaucoup de choses? Ça, c'est des questions qui se posent maintenant. Alors, moi, je vous conseille une chose. Vous avez remarqué que maintenant, les gens portent le masque et qu'ils ont installé une distance sociale. Ça restera après la pandémie, la distance sociale. Ça restera toujours. Et donc, si vous vous déplacez dans les pays d'Asie, par exemple, allez à Singapour ou d'autres comme ça, ils ont ça. Vous ne donnez jamais la main à un Asiatique, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et vous restez toujours à distance, vous ne embrassez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux se sont habitués au SARS depuis 2002, mais déjà avant dans leur culture. Donc, allez voir leurs espaces, allez à Shanghai, c'est très intéressant de voir qu'en fait, la distance sociale impose, comment on peut dire ça, une architecture plus large.
plus espacés, des couloirs plus larges. Et on ne peut pas se croiser dans un couloir étroit. Impossible. Ça n'existe pas. Les ascenseurs aussi, c'est très frappant de voir qu'il n'y a pas un seul immeuble qui n'a pas au moins 6 ascenseurs. Et nous, on a des immeubles avec un ascenseur. Mais c'est fini, ça. Aujourd'hui, quand je prends l'ascenseur, je suis seul dans l'ascenseur. Si mon voisin prend l'ascenseur, je ne vais pas avec lui. Vous voyez? Eh bien, ça reste. Ça restera pour toujours. Donc, il faut essayer d'imaginer des espaces publics qui ont la distance sociale intégrée. La plaine de Plainpalais est un bel exemple d'une plaine avec distanciation. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça à quoi il faut penser. Nous ferons nos prochains événements du CDE sur la plaine de Plainpalais, c'est décidé. Merci Xavier. Je vais encore pour finir, avant la photo, donc restez bien encore ici, préparez-vous à une photo déjantée, c'est celle qui paraîtra sur les réseaux sociaux. J'aimerais peut-être encore techniquement, bon, je sais que tu n'es plus trop dans les assurances, mais ça a été ta carrière, toute ta vie. Éric Orcel, est-ce que tu penses que ça va coûter combien, cette petite histoire? Eh bien, merci Enza et merci Xavier Comtesse. J'ai été sidéré par cette conférence et je remercie d'abord le CDE de m'avoir convié, en tant que membre d'ailleurs, à 75 ans, à cette superbe conférence. J'ai l'impression d'avoir pris un tout petit peu de retard, mais je vais le rattraper, je vais essayer de le rattraper et le faire rattraper également par mes enfants qui sont tous les deux dans les affaires, à qui j'ai déjà écrit pendant la conférence pour leur dire il faut lire le livre Penser, agir et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Il faut se… voilà, je n'ai pas véritablement de questions, il y en aurait beaucoup, mais en tout cas, c'était remerciement que je voulais faire ce soir et je suivrai attentivement d'autres conférences du lundi si je peux. Alors, Xavier, pour que tu aies le mot de la fin, je vais peut-être faire intervenir, mais vraiment en 30 secondes, celles et ceux qui n'ont pas encore pu parler. Cédric Bard. Oui, bonsoir. Merci Xavier. Donc Cédric Bard, je suis directeur dans une société dans tout ce qui est énergie et électricité. Alors, j'avais juste déjà une petite remarque, mais très rapide. Effectivement, par rapport à ce qui a été dit, l'énergie et puis les data, effectivement, pour moi, le futur, c'est qu'on aura réussi à stocker l'énergie, mais il y a aussi tout ce qui est smart grid, donc avec la transmission de data pour mieux gérer l'énergie. Et moi, je venais plus sur une question à Xavier par rapport à tout ce que vous avez dit sur justement les nouveaux business. Vous l'avez un peu abordé. Qu'est-ce que vous pensez du business de l'usage de l'objet dans le futur? Donc, en fait, ça commence un peu, mais pour l'instant, je ne vois pas. Et puis, la situation de Covid ne l'a pas trop joué, mais qu'on va plutôt sur une économie de l'usage, c'est-à-dire que typiquement Mobility ou des choses comme ça, où en fait, on n'achète pas l'objet, mais on paye, ou comme Netflix, quelque part, on a la mensualité, vous avez évoqué, on paye mensuellement Netflix, mais on n'est pas propriétaire du DVD ou d'autres choses. Et puis ça peut s'étendre sur d'autres objets. Voilà. C'est un peu sur cette… On a beaucoup de choses qu'on a appelées as a services, hein, donc l'usage. Oui et non. Moi, mon idée, ça, c'est des modèles économiques qui sont fréquents maintenant, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vingtaine de modèles économiques en même temps, selon les marchés, selon les clients, selon les usages, selon les groupes d'âge aussi. Et donc, on va vivre dans ces multitudes de modèles économiques. C'est tellement vrai que quand vous prenez un abonnement de téléphone, vous ne savez pas si vous êtes mensualisé ou si c'est une mensualisation plus de l'achat à la demande, vous voyez. C'est devenu tellement compliqué. Les télés, est-ce que vous êtes mensualisé? Est-ce que c'est à la demande? Et vous avez tous ces modèles en même temps. Et donc, une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est je suis face à quel modèle quand j'achète tel objet. Et donc, ce n'est pas vrai qu'on aura un seul modèle. Je pense qu'on en aura beaucoup et qu'une des grandes difficultés pour nous sera de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je vais juste finir le mot de fin, là, parce qu'on a déjà… Juste, Xavier, juste encore, mais vraiment, 10 secondes. Lionel, suivi par Olivier, si vous avez quelque chose à nous dire.
Lionel? Oui, bonsoir à tous. Bah, écoutez, moi, j'aurais juste une petite précision à apporter. Par rapport à mon activité, moi, je côtoie pas mal de chefs d'entreprise, des petites structures, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, CPE, PME. Et ce que je note, c'est au travers des relations que je peux avoir avec elles, il y a quand même deux facteurs d'importance par rapport à la thématique de ce soir. C'est d'une part que pour pouvoir réussir et avancer, il y a le fait d'accepter ce changement. L'acceptation est importante. On le voit bien au travers des postures managériales que peuvent avoir ces entreprises, et puis l'anticipation. Voilà, ce sont pour moi les deux facteurs importants pour réussir en ce sens ce changement qui est un sujet plutôt intéressant et vaste. Merci Lionel. Voilà. Merci Lionel. Olivier, qui est aussi un peu dans le même domaine de stratégie commerciale. Ouais, exactement, l'accompagnement d'entrepreneurs. Je voulais juste souligner un tout petit paradoxe par rapport à Xavier, ce que vous avez évoqué, qui est très intéressant, mais qui était de dire, d'une part, on a tendance à avoir un peu la mémoire courte des grands événements de type pandémique, donc on aurait tendance à vite tourner la page et oublier. Et d'un autre côté, qu'il y a un certain nombre de choses qui vont rester, des comportements, des actions de notre vie quotidienne. Selon vous, qu'est-ce qui va réellement rester suite à cette situation un peu inédite qu'on est en train de vivre dans les comportements et les modes de consommation en particulier? Bon, alors d'abord, la distance sociale restera, puisqu'on le voit dans les pays asiatiques, c'est le cas. Le e-commerce a pris beaucoup d'importance, ça restera. Le télétravail restera moindre, mais restera. Le téléenseignement restera moindre, mais restera. La télémédecine restera, etc., etc. En fait, toutes ces… Donc, un des facteurs clés, c'est cette distanciation sociale qui s'est installée. Mais évidemment, au même moment, quand tout ça s'arrêtera, les regroupements, les fêtes et tout ça, ça reprendra. Donc, c'est cette ambiguïté-là, vous voyez. À la fois, on va oublier, à la fois, on continuera certaines pratiques parce que c'est plus facile de faire une webconférence comme ça, chacun chez soi. Donc, on continuera, voilà. Mais ce ne sera pas… Donc, c'est des changements qui s'installent, mais voilà, même s'il y a un retour en arrière quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura les deux. C'est ça la particularité. Hein, il y a à peu près… Bon, moi, je voulais juste finir. Si tu as fini, Enza, ou bien parce qu'on avance. Absolument. Alors, moi, mon mot clé pour ce soir, c'était évidemment MOAT, M-O-A-T. J'aimerais que tout le monde tape sur Google et aller les business modes. Cette découverte de quelques jours en arrière, je voulais vous la partager parce que quand j'ai réfléchi à tous ces business models, il y a à Saint-Gall quelqu'un qui a fait une étude, fait un livre, il en a identifié 46 de business models utilisés aujourd'hui. Mais MOAT, il n'y est pas. Et ça m'a frappé de me dire, mais nom de Dieu, c'est tellement fondamental. Donc, comme quelqu'un l'a résumé tout à l'heure, il faut avoir une proposition, créer le fossé avec ses compétiteurs et puis y aller, quoi. Et donc, ces deux points, j'aimerais les assimiler maintenant avec cette idée de la résilience. Comment je sors d'une résilience? Eh bien, c'est ça, la sortie de la résilience. Vous voyez, après que j'ai résisté, que je revienne un peu, eh bien, il faut que on disait toujours, nous, il y avait la résilience et après, il y avait le reset. Eh bien, le reset, réfléchissez à MOAT. MOAT, c'est génial comme idée. Merci beaucoup. Merci d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement à Xavier Comtesse. Et à vous aussi. Alors, on va bientôt récupérer nos soirées. Juste, merci Frédéric. Je crois qu'on est 23. Est-ce qu'il y a… Ah, c'est peut-être Christophe. Tu es toujours en voiture? Christophe? Je ne fais rien. Bon, on vous demande tout de suite la photo déjantée.
Voilà. Et puis, merci à Julien, à qui, bien sûr, on associe vos applaudissements de tout ce côté technique qui nous facilite tellement la vie. La photo déjantée, c'est comme vous voulez. C'est pour les mains de Julien. Ou de Xavier plutôt. Tiens, Xavier. J'en peux plus de me laver les mains. Il y avait un bon gars qui disait quand même C'est bon, Julien? mes mains ont eu plus d'alcool pendant ces 6 mois que ma bouche. Oh, qui tousse! Dehors. Et puis, on aimerait quand même vous donner le programme des prochains lundis. Il y en a 3 qui sont déjà agendés. Julien, si tu as la gentillesse de partager. Alors, le système sera le même. On ne veut pas être trop. Voilà. Alors, la semaine prochaine, c'est Philippe Grise ou Grisé, produire mieux et consommer local, de la pensée à l'action pour un nouvel imaginaire industriel. Alors, Philippe vient de Neuchâtel et lui pense vraiment que l'action industrielle doit être désormais locale et qualitative. Donc, ça sera intéressant. Et puis, Alexandra, c'est ton frère qui sera là le 7 décembre et il va nous parler d'un pays qu'il connaît très bien, donc, en fait la Chine, et le rôle qu'ont joué les makers dans la transformation de ce qui était un village, vous en avez sans doute entendu parler, Shenzhen, qui est aujourd'hui forte de, enfin, je ne sais pas si c'est une force, mais enfin, ils sont 13 millions d'habitants dans ce village rural de l'époque et c'est devenu aujourd'hui la capitale mondiale de l'électronique. Et on aura encore le 14 décembre et on finira l'année ainsi. On parlera intelligence artificielle. Intelligence artificielle, est-ce qu'il faut légiférer sur ce qui nous arrive par rapport à cette robotique qui va peut-être ou pas prendre nos places? Voilà, je me réjouis de vous voir. Alors, les places sont limitées avec, bien sûr, préférence à nos membres adorés qu'on se réjouit de retrouver sur la plaine de Plainpalais bientôt pour une méga conférence. Belle soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Xavier, tu restes? Chérie, tu restes?